Bienvenue à La Conquête du futur, votre magazine télévisuel à la fine pointe des inventions scientifiques et des innovations technologiques. Au cours de l'émission, nous irons en Californie voir comment on peut opérer des bébés qui ne sont pas encore nés. Nous verrons aussi comment les ordinateurs peuvent simuler des accidents de la route. Et puis, nous ferons un saut en Angleterre pour découvrir comment la haute technologie permet de rendre la consommation du thé encore un peu plus civilisée. Et notre hyperlien technologique vous fera passer du poulet congelé à une soucoupe volante russe. Mais d'abord, les nouvelles chirurgies visant à sauver la vie de nos plus jeunes patients. Nous aimerions cependant vous aviser que certaines des images pourraient être dérangeantes. Le fragile miracle de la vie peut maintenant compter sur des alliés dès ses premiers balbutiements. La médecine moderne et la chirurgie pouvaient déjà sauver la vie des bébés prématurés à partir du 4e mois. Mais les chirurgiens étaient conscients que dans certains cas, ce n'était pas suffisant. C'était frustrant au moment de la naissance de constater des problèmes majeurs, ou pire encore, de perdre ses enfants. Il m'est apparu évident que, bien que nous ayons perfectionné nos techniques de manière à soigner jusqu'au nouveau-né, dans certains cas, nous devions intervenir avant même la naissance. Le Dr Michael Harrison est considéré comme le pionnier des chirurgies prénatales. Sa première opération remonte à 1981. Depuis ce temps, lui et son équipe du Centre de traitement des fœtus de l'Université de la Californie à San Francisco travaillent à perfectionner les procédures qui sauvent la vie avant même qu'elle n'ait véritablement commencé. En chirurgie, on a maintenant franchi la barrière de la naissance pour accomplir des miracles. Mais parce que la vie de la mère est également en danger, seulement une personne sur 10 choisissent d'y avoir recours. Vous avez un enfant et vous aimeriez vous en réjouir. Mais en même temps, il y a beaucoup de stress et d'anxiété associés à cette naissance. Carol Hopper n'était enceinte de son fils Ben que depuis 16 semaines lorsque les tests ont révélé un problème. Le fœtus souffrait d'une hernie du diaphragme, une fissure importante dans le muscle qui sépare la poitrine de l'abdomen. On a alors informé les Hopper que Ben ne survivrait pas à cette malformation. En remontant vers la poitrine, au moment où le fœtus se développe, les organes empêcheraient les poumons de se former parce qu'il n'y aurait pas assez d'espace. C'est une malformation congénitale très sérieuse. À peine 10 semaines après son diagnostic, le Dr Harrison et son équipe ont opéré Carol et son fœtus, alors âgé de 26 semaines. Il fallait d'abord faire une large incision dans le ventre de la mère et une autre plus petite sous l'aisselle du fœtus. La procédure consiste à retirer délicatement les organes de l'enfant de la cavité pulmonaire et de les placer dans une pochette spéciale aménagée à l'intérieur du ventre de la mère. C'est ainsi que les poumons de Ben ont pu avoir l'espace nécessaire à leur croissance. Ben est également un pionnier, car non seulement il a été opéré avant la naissance, mais il est aussi le premier fœtus au monde à qui on a implanté un transmetteur radio sous le bras avant d'être replacé dans le ventre de sa mère. Le traumatisme causé par une chirurgie importante peut provoquer chez la mère un accouchement prématuré. Cela peut être évité si l'on prend des mesures adéquates, mais il est souvent difficile de surveiller le fœtus une fois replacé dans le ventre de la mère. Vous n'opéreriez pas un nouveau-né pour ensuite le laisser tout seul dans un coin pendant 2 jours avant de revenir voir comment il va. Il faut que vous le surveillez à chaque instant de manière à pouvoir intervenir rapidement au cas où ces signes vitaux vous indiqueraient un changement. Vous devez garder le contact.
Main engine start. 3 engines up and burning. Lift-off of Space Shuttle Discovery. Ce n'est pas la médecine qui a apporté la solution à ce problème, mais la recherche spatiale. Roger roll, Discovery. La difficulté de surveiller un fœtus dans le ventre de la mère est très semblable à celle que l'on rencontre pour un astronaute à bord d'une navette spatiale. Discovery Houston, we see you on internal power for the EMUs. You have a go for EVA. Nous avons été frappés par l'analogie entre un fœtus et son cordon ombilical et un astronaute qui flotte dans l'espace. Dans les deux cas, vous avez à surveiller les signes vitaux. C'est ainsi que le Centre des traitements des fœtus a fait appel au Centre de recherche Ames de la NASA. Ben a été le premier à être implanté d'un prototype miniaturisé de cette capsule développée par la NASA. Fonctionnant grâce à 2 petites piles comme celles que l'on voit dans les montres, la capsule surveille des signes vitaux comme le rythme cardiaque et la température du fœtus. On peut ainsi détecter des signes avant-coureurs d'un accouchement prématuré. Notre capsule peut surveiller la fréquence et l'intensité des contractions. Ces données sont utiles aux médecins pour prévoir un accouchement prématuré et le prévenir. Plus un fœtus comme Ben demeure longtemps dans le ventre de sa mère, meilleures sont ses chances de guérison. Cela les a aidés à surveiller de plus près et avec plus de précision mes contractions immédiatement après l'opération. Grâce à cette nouvelle chirurgie fœtale et à la technologie spatiale, Ben est un petit garçon normal, heureux et surtout en santé. Je suis convaincue que sans la chirurgie fœtale, Ben ne serait pas ici aujourd'hui. La science et la technologie permettent souvent d'accroître la santé et la sécurité des êtres humains. Rendons-nous maintenant à l'Université George Washington pour voir comment les ordinateurs peuvent permettre d'améliorer considérablement la sécurité des voitures que nous conduisons. La plupart d'entre nous se déplacent en automobile tous les jours sans vraiment réfléchir aux risques que cela implique. Il est vrai que les voitures sont de plus en plus sécuritaires, mais aux États-Unis seulement, il se produit plus de 6,5 millions d'accidents chaque année. C'est 1 à chaque 5 secondes. Et 40 000 personnes perdent leur vie annuellement lors de ces collisions. Un décès à chaque 12 minutes. Les manufacturiers travaillent constamment à améliorer la sécurité de leurs véhicules. Mais les tests de collision sont dispendieux puisqu'il faut à chaque fois détruire un prototype. C'est pourquoi il existe maintenant un nouveau type de test moins dispendieux. Un test virtuel dans lequel les voitures sont réparées en quelques instants. Le Centre américain d'analyse des accidents est un centre de recherche national financé par l'État basé à l'Université George Washington. On y effectue des tests impartiaux sur des voitures et des équipements routiers dont les résultats sont ensuite partagés aussi bien avec les manufacturiers d'automobiles qu'avec le grand public. Notre but ultime est d'améliorer la sécurité grâce à des simulations. Nous travaillons à faire en sorte que les gens aient confiance dans la fiabilité des modèles informatiques qui reproduisent les tests de collision. Les animations peuvent sembler plutôt rudimentaires, mais elles nécessitent 9 mois de préparation détaillée. Et le procédé n'est pas tout à fait sans perte, puisqu'il faut d'abord démonter chaque pièce d'un véhicule. Au moyen d'une technique appelée l'ingénierie inversée, la voiture est découpée en dizaines de pièces qui sont ensuite recouvertes d'une grille. Chaque point de croisement est mesuré à l'aide de ce bras robotisé. Les coordonnées sont ensuite transmises à un ordinateur qui fabrique un modèle en 3 dimensions. Toutes les pièces de la voiture sont méthodiquement répertoriées, incluant les boulons, les écrous et les soudures. Une voiture ordinaire est composée de plus de 200 000 pièces. On mesure l'épaisseur et la densité du métal du châssis avant de l'envoyer subir des tests de résistance dans un laboratoire. On attribue des propriétés spécifiques à tous les matériaux composant une voiture.
De puissants ordinateurs en réseau prennent environ 9 heures pour traiter l'information. L'ordinateur procède ensuite à des simulations de collision en testant chaque composante de la voiture. La beauté du système, c'est de pouvoir provoquer autant de collisions que l'on veut. En dernier lieu, la simulation est comparée avec les images vidéo d'un vrai test de collision pour s'assurer de l'exactitude des modèles. L'impact d'une voiture qui frappe une barrière solide à 64 km/h est le même que si elle tombait du 6e étage d'un édifice. Mais tous les accidents ne sont pas si simples à évaluer. Il y a généralement d'autres facteurs complexes qui entrent en jeu, comme les équipements routiers. En utilisant la même technique que pour les voitures, les chercheurs ont mis au point des tests de collision pour ce qu'ils appellent le mobilier routier. Ici, vous voyez que les barrières originales ont subi des déformations importantes, mettant en danger la vie des gens qui travaillent derrière. Le nouveau design subit moins de déformations et il est plus sécuritaire. Un simple renforcissement des joints a permis de rendre les barrières plus sécuritaires. Puisque le but ultime des tests de collision est de sauver des vies, il est important de connaître la façon dont le corps humain réagit aux impacts. Anciennement, de vrais cascadeurs effectuaient les tests au nom de la science. Heureusement, cela ne se pratique plus. Mais il y a des limites à ce qu'on peut apprendre d'un mannequin. C'est pourquoi l'équipe de chercheurs a décidé de se lancer dans un projet très ambitieux, celui de modéliser le corps humain. Nous tentons de nous assurer que la science de la mécanique est assez avancée pour capter des phénomènes ayant à voir avec le mouvement humain. Par exemple, le mouvement des articulations, du genou, de toutes les autres, qui doivent être mesurées correctement. Nous mettons beaucoup d'emphase sur l'aspect physique et mécanique de la modélisation des mouvements pour nous assurer de les reproduire correctement. C'est un énorme travail de biomécanique. Les détails anatomiques doivent être parfaits jusqu'au moindre mouvement musculaire durant l'impact. L'équipe partage déjà ses résultats avec les médecins, comme par exemple, quelles parties du corps sont susceptibles d'hémorragie interne insoupçonnée en cas d'impact. On espère pouvoir modéliser le corps tout entier, soit environ 500 000 éléments. Mais à cause de la complexité du corps humain, c'est un travail qui va nécessiter des années et non des mois. D'ici là, les chercheurs continueront de raffiner leur méthode d'analyse des impacts de voitures, en espérant que cela en réduise le nombre et surtout la gravité. À venir à la conquête du futur, le bec de théière qui ne dégoûte pas. Repousse les limites du possible. Pour savoir ce que nous réservent les exploits de la technique, ne manquez pas le futur en marche. Lundi, 19h30. Saviez-vous qu'au Québec seulement, nous produisons 8,3 millions de tonnes de déchets par année, ce qui équivaut à plus d'1 tonne par habitant? Que se passe-t-il avec les déchets que nous produisons? Bien trié. Que faire pour décontaminer nos sols? Qu'en est-il des déchets nucléaires? Pour le savoir, ne manquez pas C'est mathématiques que j'aurai le plaisir d'animer en l'absence de Jean-Marie Deconinck. C'est un rendez-vous. C'est mathématiques. Lundi, 20h. C'est à beau t'appeler ma... Convaincu que les tribunaux ont toujours le pouvoir d'empêcher les fusions.